Bonjour à tous. Un logiciel espion caché dans un VPN a compromis les communications des Iraniens, des Iraniennes qui communiquaient entre eux et avec le monde extérieur. On en parle ce matin en ouverture de l'émission avec l'entreprise de cybersécurité qui a découvert cette affaire. Le sujet à la une, lui, c'est Nice 2, une nouvelle directive sur la cybersécurité. Comment on va faire pour s'aligner tous les États membres sur une nouvelle façon de se protéger. On en parle là aussi avec deux experts. Et la seconde partie, elle sera dédiée à un rendez-vous avec les femmes entrepreneurs dans la tech et un portrait qui sera réalisé par Olivia Strigari. On terminera évidemment avec notre chronique Où va le web et cette affaire d'un Français qui est accusé d'une arnaque au NFT. Mais d'abord, pour commencer, Iran, un logiciel espion caché dans un VPN, c'est l'interview dans Smart Tech. À la une de Smart Tech aujourd'hui, Nice 2, cette nouvelle directive de l'Union européenne sur la cybersécurité. On va voir ce qu'elle nous dit, cette directive, qui est-ce qu'elle va concerner, comment cela peut renforcer la protection des États membres. On en parle avec Brice Gilbert, responsable de projet confiance numérique à l'AFNOR, AFNOR Certification, et David Tortel, associé Risk Advisory chez Deloitte. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera notre sujet à la une dans le Tech Talk, mais d'abord je vous propose une interview qui va vous intéresser puisqu'on reste dans ce thème de la cybersécurité avec Stéphane Brovadan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable avant-vente chez Bitdefender France. Bitdefender a découvert un logiciel espion iranien intégré à un VPN fourni en Iran. En général, est-ce que les VPN sont très utilisés par les opposants au régime ? C'est vraiment une façon de communiquer de manière plus confidentielle avec l'extérieur ? C'est une façon de pouvoir communiquer avec l'extérieur. En règle générale, dans les régimes autoritaires, il n'y a pas de possibilité de pouvoir dialoguer librement avec l'extérieur. Et un VPN va vous permettre de pouvoir sortir du pays et pouvoir communiquer avec l'extérieur. Là, ce que vous nous démontrez en revanche, c'est que ce n'est pas forcément une solution qui est souveraine et très fiable, puisque vous avez découvert qu'il y avait un logiciel espion. En fait, c'est un logiciel de contrôle qui a été installé là pour récupérer l'ensemble des communications ? C'est un peu ça. C'est un logiciel qui permettait à l'origine de faire de la supervision pour regarder, par exemple, si un télétravailleur était correctement devant son poste en train de travailler, plutôt que d'être parti boire des cafés sans cesse, on va dire. Et c'est ce logiciel qui aurait été installé... Le management par la surveillance, waouh. Okay. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Et ce type de logiciel permet également de récupérer toutes les informations du poste. Et du coup, l'utilité première de ce logiciel n'était pas malveillante. Et ce logiciel, il est iranien également ? Non, ce logiciel, c'est Second Eyes, qui était un logiciel totalement connu. Alors, il a quand même été pointé du doigt par un confrère, Blackpoint, il y a quelques temps, sur le fait de dire, attention, il récupère quand même énormément d'informations, y compris les informations tapées sur le clavier. D'accord. Donc, il est capable de reconnaître, en fait, l'utilisation, les mots que je frappe dans un logiciel de chat. Par exemple. Mais là où c'est vraiment important, c'est de récupérer les mots de passe, les logins et les mots de passe quand vous vous connectez à un site d'email, un site d'achat, quand vous rentrez votre numéro de carte bancaire, par exemple. On est capable de récupérer ça, toutes ces informations. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'a débuté cette campagne d'espionnage ? Très difficile. Disons que les versions logicielles parlaient d'une version 8 jusqu'à une version 9. Donc, en règle générale, il y a un an entre deux versions. Donc, on peut estimer à début 2022. On peut estimer aussi que les victimes sont les protestataires en Iran, les opposants au régime, parce les que Iraniens, les Iraniennes en particulier. Alors, Iranien, Iranienne, c'est une très bonne question. En règle générale, en informatique, on ne sait pas qui est l'utilisateur. Donc, ça a été... les utilisateurs de ce logiciel qui était effectivement un éditeur d'une solution VPN iranienne. Donc en règle générale, comme en France, on va utiliser les logiciels français pour la connexion VPN. En Iran, ils font la même chose, ils ont utilisé le logiciel qui est édité par leur pays. Il y a des restrictions en Iran du côté des fournisseurs d'accès pour se connecter oui, bien sûr. Aux pays étrangers. Il y a ce qu'on appelle un filtrage par mot, par keyword, qui va permettre de pouvoir supprimer ou couper des connexions pour éviter de pouvoir
sortir des informations, critiquer le gouvernement en place, par exemple, des choses du genre. Ouais. Comment ça se passe une enquête comme ça? À quel moment Bitdefender décide de s'intéresser à ce VPN iranien? Alors, on n'a pas trouvé le VPN immédiatement. Au départ, notre labo, donc on est une société européenne, donc on a un labo qui est en Roumanie, et ce labo, en fait, a détecté différentes exécutions de code assez similaires dans des régions du monde qui étaient, pareil, assez concentrées. Et donc, ça a interpellé, en règle générale, quand on voit plein de communications. Concentré en Iran, clairement, ouais. Pour remonter la piste de ce fameux VPN. L'EDR, par exemple, en Allemagne nous a servi. aussi, j'ai vu qu'en Allemagne, on était concerné par cette parce campagne que le d'espionnage. VPN sortait, en fait, quand vous avez un VPN, c'est un tunnel qu'il va y avoir entre le poste où vous l'avez installé et puis un endroit à la surface du globe. Et en fait, là où vous sortiez avec ce VPN, principalement, c'était en Allemagne. En Allemagne et aux États-Unis. Oui. Oui, principalement, c'est les grandes artères. Oui, c'est exactement ça. Quels sont les effets? Est-ce qu'on connaît les dégâts qui ont été causés par cet espionnage? Pas encore. Le volume des communications? Non, absolument aucune idée. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir le savoir, hormis être à l'origine de ce trojan, de ce code malveillant dans le VPN. Et est-ce qu'on peut connaître l'identité de l'organisation derrière cet espionnage? Très bonne question également. Il y a deux possibilités. Ça peut être l'État iranien directement pour surveiller sa population, mais ça peut être également un groupuscule de hackers qui cherchaient à récupérer des informations qu'ils vont utiliser plus tard. Malheureusement, on ne peut pas savoir. Les moyens d'enquête ne permettent pas de remonter jusqu'à l'origine. Pas encore. Donc ça continue, l'enquête continue? Alors non, parce que le logiciel qui a été impacté a corrigé sa faille de vulnérabilité. Et donc aujourd'hui, vous pouvez continuer d'utiliser, les Iraniens peuvent utiliser ce logiciel sans risque, parce que c'est terminé. Mais voilà. Et quels enseignements, nous, on peut en tirer? De toujours faire attention aux logiciels qu'on installe chez nous, sur nos ordinateurs tous les jours, de bien changer ses mots de passe. Il y aurait eu un moyen de s'apercevoir que ce VPN avait été piégé? Alors, beaucoup plus rapidement qu'en Iran, en gros. On a des moyens en France technologiquement qui nous permettent de pouvoir superviser via les opérateurs, par exemple, de superviser beaucoup de choses, même la chaîne de distribution. Donc, ce qui nous permet de détecter plus rapidement qu'il peut y avoir, c'est déjà arrivé dans le passé, des logiciels sortis de chez l'éditeur et verrouillés de base. Pas sur du VPN. Mais... J'ai quand même deux autres experts cyber en plateau, je vais leur poser la question. Le VPN, c'est une solution efficace pour protéger la confidentialité de ces données? David Tortel, oui. Alors, effectivement, le VPN, c'est un moyen qui permet de chiffrer un certain nombre de communications pour avoir accès derrière... effectivement, je suis désolé. Je vais reprendre, pardon. Donc, le VPN, c'est effectivement quelque chose qui nous permet de nous connecter à un réseau sur lequel on va pouvoir contrôler un certain nombre de communications. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, en passant par ce VPN, va pouvoir à la fois anonymiser ses flux, à la fois chiffrer cette communication pour faire en sorte de contourner les mesures d'espionnage qui pourraient être mises en place par les États dans lesquels ils sont. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure à très juste titre. Quand on est dans un État, effectivement, dans lequel on a des forces de sécurité qui vont avoir tendance à vouloir espionner la population, le VPN, en chiffrant les communications, permettent de passer outre cet espionnage-là. Bon, mais voilà, encore une fois, il faut pouvoir se méfier. D'autres conseils peut-être à donner? Vous êtes une entreprise de la cyber, vous essayez de protéger les citoyens. Comment est-ce qu'on peut être davantage certain que nos communications restent confidentielles? C'est très compliqué pour savoir si nos communications sont confidentielles. Donc les conseils que je pourrais donner, c'est des mots de passe, c'est d'avoir des vrais mots de passe, de changer ces mots de passe régulièrement, très régulièrement, d'avoir un mot de passe différent pour chaque site où il y a besoin d'un mot de passe, où il y a besoin de se connecter. Qu'est-ce que vous pensez des logiciels coffre-fort, on va dire, de mots de passe? Ces gestionnaires de mots de passe, c'est une bonne solution? C'est un bon moyen, effectivement, de se rappeler de tous ces mots de passe. Personnellement, j'en utilise. Maintenant, eux non plus ne sont pas infaillibles. On l'a vu parce dans la qu'on presse. a vu des alertes, notamment chez la SPAS.
Exactement. Chez LastPass, c'était le moyen d'accéder aux mots de passe, mais pas les mots de passe à proprement parler. Donc, c'était une fuite un petit peu, on va dire, contenue. Il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez être maître de votre propre logiciel, de votre propre base de données, entre guillemets, mais ça reste quand même le moyen. Ça reste toujours plus sécurisé que d'écrire ça sur un petit bout de papier ou de prendre un simple tableur pour mettre la liste des mots de passe dans un fichier que tout le monde connaît bien. Oui, puis ça permet d'en multiplier, d'avoir des mots de passe beaucoup plus complexes que les 1, 2, 3 mots de passe. Une douzaine de caractères, alphanumériques, caractères spéciaux, majuscules, minuscules. Voilà. C'est contraignant, mais... Brice Gilbert, est-ce que du côté de l'AFNOR, on travaille à trouver des moyens de normer un outil en matière de sécurité? Je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on ait un label sur les VPN pour nous indiquer s'ils sont plus ou moins fiables? Oui, tout à fait. Alors, des solutions existent déjà. Alors, je pense au référentiel de l'ANSSI. C'est des domaines qui sont tellement techniques. En France, c'est plutôt l'ANSSI que la normalisation qui va se charger d'écrire des règles. Et d'ailleurs, des certifications, les certifications de sécurité de premier niveau et la certification critères communs qui existent pour toutes les solutions de cybersécurité. Bon, on continue à parler de ce sujet de la cybersécurité. On va voir comment on essaye de se renforcer davantage en Europe face aux menaces grandissantes. C'est le Tech Talk tout de suite dans Smart Tech. Nice 2, nouvelle directive européenne sur la cybersécurité, entrée en vigueur à la fin de l'année dernière, mais elle attend encore sa transposition dans notre droit français. Qu'est-ce que ça change? Quel est son champ d'application? On en parle avec deux experts. Brice Gilbert, responsable de projet Confiance numérique à l'AFNOR Certification. Vous êtes en charge de la gestion des certifications, labellisation en lien avec la cybersécurité. On peut citer quoi? Secnum Cloud aussi? Secnum Cloud, donc on réalise des évaluations pour le compte de l'ANSSI. Le label expert cyber, la certification ISO 27001, et j'en passe. Et on en passe. Donc vous êtes un expert en méthode d'évaluation. Vous concevez des guides et des référentiels qui sont très utiles aux PME ou aux grandes entreprises. J'espère. Avec vous, pour parler de Nice 2, David Tortel, associé Risk Advisory chez Deloitte. Vous, avant de rejoindre Deloitte, vous étiez conseiller en charge des technologies du numérique et de l'exécution des réformes au sein du cabinet du ministère de l'Intérieur, également chargé de l'exécution des réformes. David Tortel, on sait que vous avez occupé plusieurs postes opérationnels au sein du ministère de la Défense aussi, au réseau interministériel de l'État en qualité de chef du pôle cybersécurité. Vous êtes également vous étiez également en responsabilité au sein de l'ANSSI, dont on a parlé, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et je précise qu'il est resté autour de la table avec nous Stéphane Brevadan, responsable avant-vente chez Bitdefender France, avec qui on a parlé de ces logiciels espions qui s'invitent malheureusement parfois dans les VPN. On va revenir donc à Nice 2 ensemble, tous les deux, si vous voulez bien. Comment vous qualifieriez déjà les pratiques actuelles en matière de cybersécurité dans les États membres en Europe? Comme tu veux. Allez, Brice. Alors, c'est varié. La transposition de la directive Nice 1 a été variée en fonction des États. Il y a plusieurs États qui ont inscrit des mesures de sécurité, par exemple, à appliquer par les entreprises directement dans leur loi et réglementation, dans leur loi nationale. Donc, ça a été le cas de la France, avec la sortie d'un arrêté qui spécifiait 23 critères à appliquer par les organisations. On a eu un petit peu de retard, je crois, quand même, dans la transposition. Peut-être. De Nice. C'est mieux que rien. Certains n'ont pas totalement terminé le processus, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a très peu de pays, finalement, qui ont imposé des mesures dans leur droit national. Mais il y a d'autres pays qui se sont basés sur des normes existantes également pour imposer des mesures de sécurité aux entités essentielles. Et d'autres ont juste sorti des guides avec seulement des incitations. Et là, on s'aperçoit dans ce texte Nice 2 que cette résilience des États membres est tout à fait insatisfaisante aujourd'hui. Alors en fait, je pense qu'effectivement, Nice 2 s'inscrit dans la dynamique de cybersécurisation de l'espace européen. C'est-à-dire qu'avec Nice 1, on s'est rendu compte qu'on avait un marché qui était extrêmement fragmenté. On n'avait pas la même appréciation du risque cyber. On n'a pas transposé le texte de la même façon. Ce qui fait que, ne serait-ce qu'en termes de secteur, les États membres étaient responsables de l'affectation du critère d'opérateur de services essentiels. Pour certains États, les hôpitaux, l'ensemble des hôpitaux étaient des opérateurs de services essentiels.
pour d'autres, il ne l'était pas. Ah. Tout ça a conduit à une fragmentation de l'implémentation de cette directive. Pareil sur les sanctions qui pouvaient être proposées en cas de non-respect de cette directive. On a eu d'énormes différences d'appréciation. En France, de mémoire, on doit être autour de 100 000 euros de sanctions maximum. Dans d'autres pays, aux Pays-Bas, on doit être autour de 5 millions. En Estonie, autour de 20 000 euros. Donc on voit que cette différence d'appréciation va nécessairement conduire à une fragmentation du marché. Et fort de ça, la Commission s'est dit il faut absolument qu'on arrive à harmoniser les règles pour créer les conditions d'un marché sur lequel on puisse faire évoluer le niveau de sécurité de manière à peu près homogène. On reste quand même sur une directive avec des transpositions, donc des interprétations. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver face au même écueil ? Alors, dans le texte tel qu'il a été défini, on va préciser de manière beaucoup plus précise l'ensemble des critères. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'identification des différents opérateurs de services essentiels. Ces opérateurs de services essentiels disparaissent dans NIS 2 au profit des entités essentielles et des entités importantes. Et là, la Commission définit de manière extrêmement précise à la fois les secteurs et à la fois des critères sur comment est-ce qu'on doit sélectionner ces entités essentielles et ces entités importantes. Alors, on va préciser peut-être ensemble, Brice, justement, quelles sont ces évolutions-là qui arrivent avec NIS 2, les grandes lignes. Donc avant, il y avait un travail d'analyse qui était fait pour savoir si un organisme qui était compris dans un secteur allait être considéré comme opérateur de services essentiels. Aujourd'hui, il va être intégré par défaut. Il y aura des critères qui seront liés au chiffre d'affaires annuel et au nombre de personnes qui travaillent dans le service. Et donc ça déjà c'est une grosse évolution. Les fournisseurs de services numériques vont être pleinement intégrés à cette directive, alors qu'ils ne l'étaient pas forcément. Je pense aux éditeurs de logiciels, aux installateurs informatiques, aux infogéreurs et fournisseurs de services cloud, mais qui l'étaient déjà auparavant. Donc tous ces acteurs-là vont être concernés. Interviennent sur le territoire européen, qui ont des clients en Europe. Qui ont des clients en Europe, et donc ça comprend également les fournisseurs qui sont basés hors Europe. Ils vont devoir désigner un représentant dans l'Europe et se conformer aux obligations européennes. Et le pouvoir de sanction est augmenté ? Comment ça va se passer là-dessus pour surveiller que tout est bien mis en place et respecté ? Alors effectivement, les États membres vont avoir la responsabilité de pouvoir contrôler la bonne effectivité, si je peux dire, de ces règles. Et le pouvoir de sanction va augmenter de manière assez significative. On passe pour les entités essentielles à une sanction de 10 millions d'euros ou de 2% du chiffre d'affaires mondial consolidé au niveau du groupe. Ça dit, c'est 2 fois moins qu'avec le DMA et le DSA. On parle de 4% d'amende. Hein. Tout à fait, mais du coup on est quand même dans cette idée de convergence et quand on regarde par rapport aux 100 000 euros de la directive... C'est sûr, c'est un vrai progrès. Ouais. On a un progrès qui est assez significatif et qui s'inspire d'ailleurs des autres réglementations, RGPD, DMA, DSA, sur lesquelles on commence à considérer qu'il faut prendre le chiffre d'affaires consolidé global au niveau du groupe. Et je me permets d'ajouter là-dessus également, en termes de responsabilité, les instances dirigeantes vont être responsables, vont être mis devant leurs responsabilités par rapport au niveau de sécurité de leur groupe. Et là, on parle de qui, des instances dirigeantes ? C'est qui exactement alors ? Les directeurs, le conseil d'administration. Donc il y aura, par exemple, les autorités compétentes, elles vont être habilitées à suspendre des instances dirigeantes si elles ne répondent pas, en cas d'incident de sécurité, si elles ne répondent pas à leurs obligations. Je ne sais pas si on prend un exemple très concret. Si je prends une grande entreprise, je sais pas, je vais citer vraiment au hasard Capgemini par exemple, et qu'elle se retrouve prise à défaut sur ce sujet, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, il y a une responsabilité exactement, avant d'en arriver là, il y a des paliers. Hein. Ouais. En fait, il y a effectivement des sanctions administratives qui peuvent conduire à la fois à la responsabilité des personnes, hein, c'est les personnes physiques et morales, mais il y a aussi les personnes physiques qui peuvent être, en cas de négligence, confrontées à ces enjeux-là. Et derrière, les personnes morales peuvent perdre leur droit à un certain moment d'exercer si effectivement on a fait preuve d'une grande négligence. D'accord. Donc là, il faut imaginer un incident de sécurité avec un plan d'action qui n'est pas mis en œuvre. Ouais. Et ils sont parce que assurer une protection totale face aux cybermenaces, je me tourne vers Bitdefender, mais c'est un peu illusoire, quoi. Le 100% n'existe pas. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'avoir
une sécurisation des données quand même. Effectivement, on essaye d'approcher au 100%. Il y a des sauvegardes, il y a des possibilités d'avoir des logiciels, des gens, des SOC qu'on appelle pour regarder tout ce qui peut se passer. Le but étant d'essayer d'approcher le plus possible du 100% pour être le plus protégé possible. Donc c'est pas une obligation de résultat là avec NIS 2, c'est une obligation de moyens en fait, pour se protéger. Oui. C'est pour ça que l'accent a été mis sur la cyber-résilience et la gestion des cybercrises. Parce qu'on sait très bien que même une entreprise qui est très bien protégée, elle n'est pas infaillible à 100%. Donc là, il y a toute une gouvernance, un système de fonctionnement autour des cybercrises qui a été mis en œuvre pour s'améliorer sur ce point-là. C'est d'ailleurs pour ça que des acteurs internationaux vont être concernés et mis dans la liste des entités essentielles, comme l'éditeur de VPN dont on parlait auparavant. Lui, il pourrait être concerné dans le futur par cette entité et il devra communiquer au plus vite en cas d'incident de sécurité pour que tous les acteurs européens prennent les dispositions nécessaires. Les discussions autour de ce NIS 2 ont été faciles, simples entre les États membres. J'imagine que la pandémie Covid-19 et le nombre de cyberattaques a dû permettre de trouver des consensus assez rapidement, mais est-ce que ça a été le cas ? Bonne question. Alors, on voit l'influence du Covid-19 dans les évolutions de NIS 2, notamment pour mettre l'accent sur la résilience et le fait de pouvoir conserver un niveau de service acceptable en cas de crise majeure. Donc, les crises sont vraiment au centre de cette directive. La guerre en Ukraine, par exemple, est une crise significative. Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, pour parler des secteurs d'activité, ils ont été revus, ils ont été étendus en prenant en compte les spécificités nationales qu'avaient mis en œuvre certains pays à la suite de NIS 1. Ce n'est pas une révolution. La plupart des secteurs qui ont été intégrés avaient déjà été intégrés dans certaines transpositions nationales. Donc il y a un vrai consensus. Alors, vous nous avez expliqué que jusqu'ici, on pêchait sur l'harmonisation en matière de protection et de moyens mis en œuvre pour nous protéger des cybermenaces en Europe. En quoi c'est important d'harmoniser ces moyens et ces règles ? Je pense que c'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est dans un marché commun. À partir du moment où on a une différence de réglementation entre les différents États membres, de fait, on ne va pas créer les conditions optimales pour ce marché commun. Par ailleurs, en termes d'innovation, la capacité à pouvoir avoir des règles qui sont harmonisées va permettre l'émergence d'acteurs industriels, de champions industriels européens, et qui sont la clé de notre souveraineté. Et du coup, l'harmonisation de ces règles nous donne un lexique commun, nous donne un cadre à l'intérieur duquel les entreprises auront toute liberté d'innover, de proposer, de créer, de construire. Je pense que globalement, l'idée de base de cette harmonisation vient vraiment à la fois de donner ce socle commun qui permet de ne pas avoir de différence de compétitivité entre les différentes entreprises, parce que la cybersécurité, ça a un coût. Et si aujourd'hui la cybersécurité me coûte moins cher en Espagne ou en Pologne versus en France, nécessairement, je vais avoir tendance à vouloir externaliser une partie de mes activités dans ces pays-là. Ça va nourrir l'écosystème de la cyber en France notamment, mais pas seulement. Vous êtes plutôt content de NIS 2, j'imagine, du côté de Bitdefender. On est content de plein de choses, mais est-ce qu'on doit se réjouir du malheur des autres ? C'est une bonne question. Est-ce que en France, vous nous avez aussi expliqué qu'en France, on était plutôt les bons élèves, on va dire, en matière de cybersécurité en Europe. Avec NIS 2, on va quand même élever notre niveau de protection ? Ou finalement, c'est juste les autres qui vont nous rattraper ? Non, il est prévu, il y a beaucoup d'organismes français qui vont être nouvellement intégrés à cette directive, ils vont devoir se mettre en conformité, ils vont devoir se faire peut-être accompagner, se faire auditer tous les ans, mettre en place des nouvelles mesures de sécurité, donc forcément ça va bénéficier à la France. Donc il y a un niveau d'exigence aussi en France qui va s'imposer. Oui. Peut-être qu'on peut préciser ces opérateurs essentiels ? Oui. Alors, en fait, je pense effectivement qu'on va changer d'échelle. C'est-à-dire que là, on était autour de quelques centaines d'entités concernées. Ouais. On va passer peut-être à 150 000 entités concernées. Enfin, on change d'ordre de grandeur. En termes de secteurs également, on a plus de secteurs qui sont considérés comme critiques ou hautement critiques, ce qui va mécaniquement augmenter le nombre de... 7 secteurs, c'est ça, je crois, j'avais repéré. 11 secteurs. 11 secteurs. Et on a à peu Donc près... c'est énorme, en fait. Quel secteur n'y est pas, j'ai envie de dire
Alors je pense que tous les secteurs effectivement très critiques Ouais. pour la continuité de la nation, qui portent un enjeu vraiment très fort, sont intégrés. On a certains secteurs qui en sont écartés. Par exemple, la défense est écartée parce que ne relèveront pas du champ de l'Union. Oui. La justice également, les instances judiciaires, pour bien séparer, pour bien préserver la séparation des pouvoirs, sont également écartées. Sur le nombre d'opérateurs qui vont être concernés par Nice 2, est-ce que, parce que là, les chiffres sont quand même assez impressionnants, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin en revanche ? Alors, les opérateurs de services essentiels qui étaient déjà concernés par Nice 1 seront concernés par Nice 2. Pour les autres, on ne sait pas encore quelles mesures vont s'imposer à eux. On ne sait pas s'ils vont devoir... parce qu'actuellement, les opérateurs de services essentiels doivent mettre en place des mesures de sécurité, faire homologuer leur système d'information, être audités tous les ans sur certaines portées. Là, on ne sait pas si ça va être étendu aux entités essentielles et entités importantes dans le futur. On attend les transpositions. Peut-être qu'il y aura certainement des contrôles qui vont être mis en œuvre, soit par des cabinets de conseil. Peut-être que les organismes de certification vont également être mis à contribution, comme avec la certification des hébergeurs de données de santé. Donc vous allez travailler ensemble, là, si je résume, certification et société de conseil. Ça peut être, les contrôles peuvent être réalisés de différentes manières. Il y a des complémentarités, il y a des avantages à chacune des modalités de contrôle. Et je ne sais plus quelle était la question. Non, je disais, est-ce que c'est pas un petit peu trop ? Parce que je ne sais pas si on prend l'exemple des collectivités locales, par exemple, aujourd'hui, elles partent d'assez loin quand même en matière de cyberprotection. Les collectivités, les hôpitaux aussi. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une recrudescence. Le plan blanc pour l'hôpital qui rattrape un peu. Mais on voit bien qu'on a une recrudescence des attaques sur ce type d'établissement. L'idée de la directive va aussi permettre de donner un cadre, un référentiel, une norme qui va nous permettre à la fois de dégager les moyens et à la fois d'avoir cet accompagnement qui permettrait structurellement d'augmenter le niveau de sécurité. C'est combien ça va coûter ? Alors, dégager les moyens, il faut les trouver. On parle de 22% d'augmentation des budgets cyber. Waouh. Pour qui ? Pour toutes les entités, quelle que soit leur taille. Qui sont concernées par Nice. Alors il y a certainement des plans de financement. Pour les administrations, par exemple, il y a déjà eu des plans de financement dans le cadre du plan France Relance, où ils ont pu être accompagnés sur leur montée en maturité cyber. Donc certaines administrations ont déjà monté en compétences. Et ça va se faire sur combien de temps ? Parce que là, on a donc cette directive qui a été adoptée fin 2022. Oui. La transposition, elle est pour quand ? On a 21 mois pour transposer, donc ça nous emmène fin 24. Ouais. Et une fois la transposition faite, tout le monde ne sera pas encore à niveau. Il y a le temps de... après, là, mettre en œuvre aussi. Je pense que tout le monde, là, maintenant, a une bonne visibilité, grâce à votre émission en particulier, sur Nice 2 et sur le fait qu'effectivement, c'est une machine qu'il faut enclencher. Après, Nice 2, c'est aussi la continuité de ce qui s'est passé avec Nice 1. Ouais. Et l'ANSSI, l'autorité nationale en France, est très aidante sur ce sujet. Elle fait à la fois beaucoup de pédagogie, elle accompagne beaucoup les entreprises, et elle est vraiment dans une dynamique d'accompagnement, de services, etc. Et je pense qu'on a tout un écosystème qui est en train de se structurer, de se construire pour accompagner, que ce soit les grands groupes ou les ETI qui sont concernés par Nice 2, à se mettre en conformité. Je disais, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème, mais ça va peut-être aussi générer des consolidations. On va avoir des acteurs peut-être qui vont se regrouper, des acteurs plus importants pour adresser tous ces sujets. Non, je ne sais pas, chez Deloitte, comment vous voyez les choses arriver sur le marché de la cyber en France ? Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits acteurs quand même. Effectivement. C'est assez dispersé. Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un marché qui n'est pas encore consolidé, qui se cherche avec aussi une force d'innovation qui est assez incroyable. Et l'idée, je pense, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'harmonisation de ces règles au niveau européen, va donner un cadre stable, plutôt pérenne, qui va permettre aux différents acteurs de se projeter et donc forcément aux différents acteurs de se rapprocher, de se consolider, et on va avoir un marché qui pourrait être de moins en moins fragmenté. Et je crois bien que ce sont les conditions qui permettront de faire émerger ces champions industriels dont on parlait tout à l'heure et qui sont vraiment les clés de notre souveraineté. Peut-être la naissance de champions européens. Tout à fait. En tout cas, on peut l'espérer. Je voulais vous interroger sur la question aussi de la souveraineté des données. Que dit le texte à ce sujet ? Concernant la souveraineté, donc il y a des éléments de la directive qui vont dans le sens de la souveraineté. Je pense au fait déjà d'inclure les fournisseurs qui sont situés hors de la zone UE pour les obliger à se conformer à nos obligations en termes de notification d'incidents, en termes de mise en place de mesures de sécurité. Je ne sais pas comment vont être organisés les contrôles pour ces acteurs-là, mais en tout cas, il y a des obligations qui s'adressent à eux.
Le fait de mettre en avant, de préconiser, de mettre en avant des certifications et des normes européennes pour les entités essentielles, pour avoir des gages de confiance. On parle beaucoup de cloud souverain, de cloud de confiance. On a déjà développé des schémas qui mettent en avant la souveraineté en obligeant les hébergeurs à localiser le capital social, le pouvoir décisionnel, le siège social en Europe. En tout cas, favoriser une certaine localité en Europe. Je pense que ça va dans le sens de la souveraineté. Ça va dans le même sens, Nice 2 et toutes ces discussions autour du cloud souverain? Alors, du cloud souverain, globalement, en fait, le texte de Nice 2 prévoit que les États membres pourront, le cas échéant, demander un certain nombre de schémas de certification. Vous savez que sur le cloud, typiquement, il y a des schémas de certification qui sont en cours de discussion au niveau européen. En France, on a un schéma de certification qui est le Secnum Cloud, qui insiste effectivement, qui permet et qui donne les gages de garantie du fait que le capital effectivement soit détenu en très grande majorité par des Européens, que les données soient effectivement sur le sol de l'Union, etc. Au niveau européen, on est en train de discuter de est-ce qu'il faut inclure ou pas ces éléments-là dans la directive, sachant qu'il y a une C'est-à-dire qu'un Secnum Cloud européen pourrait émerger dans l'application du Nice 2? Tout à fait. Il y a une bataille politique aujourd'hui sur ces sujets-là, avec différentes positions en fonction des États membres sur la nécessité ou pas d'avoir ces gages, si je peux dire, de préservation contre les lois extra-communautaires. Des travaux ont déjà été engagés. Parce que l'AFNOR, vous n'êtes pas qu'en France. Non, on est dans le monde entier. Un petit peu partout dans le monde. Comment ça se passe avec vos homologues européens sur cette question de la souveraineté des données? Sur les questions vous sentez l'alignement possible? Alors déjà, des discussions ont commencé pour créer une certification européenne pour les hébergeurs de données, pour les fournisseurs de services cloud, qui prend en compte le meilleur de Secnum Cloud avec le meilleur d'un référentiel allemand et le meilleur d'un référentiel hollandais, je crois. On essaie de trouver un consensus pour avoir le plus haut niveau de sécurité décrit dans un référentiel et tout en facilitant, tout en ayant une mise en œuvre facile. Est-ce qu'on va converger totalement? C'est en cours, je ne peux pas vous dire. Mais je crois qu'il y a eu suffisamment d'affaires, de scandales autour des fuites de données et autour par exemple, de l'adaptation du RGPD pour qu'on arrive à un consensus. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Stéphane Brouvadan d'être resté avec nous. Brice Gilbert, AFNOR Certification, David Tortel, Deloitte. Je vous propose une petite pause et juste après, on dressera le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, diffusé sur la chaîne Bismart tous les jours, votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies, l'innovation. On a notre rendez-vous régulier avec le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. C'est Olivia Strigari, la cofondatrice des Informels, qui nous l'offre régulièrement, je le disais. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Vera Kempf, la cofondatrice de Singular. C'est une galerie d'art contemporaine. Elle est aussi la lauréate 2022 du Bold Woman Award. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi de nous dresser ce portrait de Vera Kempf aujourd'hui. Alors exactement, pour cette première chronique de l'année 2023, j'avais envie de vous parler de Vera Kempf parce qu'elle cumule plusieurs activités. Elle est aussi, en plus de ce que vous venez de dire, ambassadrice de la French Touch. Et comme vous dites, elle vient d'être récompensée par le Bold Award, remis par Gwyneth Paltrow cette année pour la 50e édition du prix. Alors, son parcours m'a plu parce que, évidemment, c'est une des startups qui est mise à l'honneur en ce moment. Il y a pas mal de news liées à son activité. C'est une jeune femme de 32 ans, très énergique, une grosse bosseuse, me disent ceux qui travaillent avec elle ou qui ont eu l'occasion de la rencontrer. Elle est arrivée à l'art et à l'entrepreneuriat par un tout autre parcours. Elle a grandi à Chambéry, où, quand elle est jeune, sa première rencontre avec l'art a lieu grâce au travail de Robert Capa, qui la touche par son esthétique et par les conditions qu'il met en lumière, alors que les conditions qu'il met en lumière sont atroces, dit-elle, la guerre et la misère. Et elle va se plonger dans sa vie tant et si bien qu'elle va même se mettre à apprendre le hongrois, figurez-vous. En revanche, pour ses études, elle se dit, elle a vraiment envie d'ONG, de fonction publique. Elle se lance dans des études de Sciences Po sur le campus de Dijon. Et elle choisit Dijon parce que justement, il est spécialisé dans les pays d'Europe centrale, ce qui va l'amener évidemment vers la Hongrie.
Mais après une période à Budapest et à Berlin, elle atterrit à la Chambre de commerce de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, l'Afrique étant la deuxième destination qui a un attrait particulier pour elle, où elle va être coordinatrice du Forum international de Green Business. Et elle va aussi devoir mettre en lumière les entrepreneurs locaux. Et pour cela, elle va travailler avec un photographe local. Elle va faire une série de portraits, donc d'où le lien aussi avec Robert Capa, évidemment, le photographe. Et elle va rencontrer un vivier d'entrepreneurs qui vont lui donner le goût du business, dit-elle dans une interview. Et avant de monter Singular, elle se lance dans une première start-up dans la pâtisserie qui s'appelle Carré Paris, où elle va apprendre beaucoup, dit-elle, et faire beaucoup d'erreurs qu'elle ne refera plus. Mais l'idée de Singular, en fait, naît vraiment de la rencontre avec ses deux associés, Brice Lecomte et Denis Fayolle, qui est un serial entrepreneur qu'on a connu pour La Fourchette notamment, et l'envie de construire d'une réalité qui soit vraiment tournée à l'international, parce que sa particularité, et la particularité de certains de ses associés, justement, c'est d'être tournée vers l'international. Et elle se pose la question, qu'est-ce qui va me faire me lever tous les matins ? Et en discutant de différents scénarios pour se lancer, ils se rendent compte que le marché de l'art est quand même assez peu représenté sur Internet, qu'il est en souffrance sur ce sujet. Et elle fait beaucoup d'entretiens avec des artistes où elle découvre qu'à part les très grands qui sont représentés par des très grosses galeries sur les foires internationales, la plupart des artistes souffrent d'une présence dans d'autres pays que le leur, et alors que le langage de l'art est international, puisque le langage est émotionnel avant tout, passe par l'image, passe par l'émotion, va véhiculer l'œuvre d'art. Donc c'est un échange avec un artiste qui la convainc de se lancer, et ils fondent tous les trois Singular en septembre 2016, qui est donc une galerie en ligne d'art contemporain pour permettre aux artistes qui ne sont pas vraiment portés vers le digital et qui doivent se concentrer sur leurs œuvres d'art et leur production artistique, de pouvoir véhiculer, vendre leurs œuvres d'art dans le monde entier. Vraiment, l'idée, c'est de rendre démocratique et accessible, autant du côté du collectionneur que du côté de l'artiste, l'art contemporain au sens large. L'art contemporain sur Singular, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois la peinture, c'est la sculpture, mais aujourd'hui, c'est aussi du mobilier d'exception et d'art. Et donc, aujourd'hui, la start-up, après plusieurs années, a d'abord commencé en levant une seed de 1,5 million en 2019. Puis, elle a levé 10 millions en série A et 60 millions en série B l'année dernière. Donc, autant vous dire que c'est quand même de très grosses sommes. Et elle explique que même si ça a été difficile de convaincre des investisseurs frileux face au bien fondé du digital dans l'art, ils ont quand même réussi à faire des très grosses levées de fonds. Alors, et par ailleurs. Ouais. Non, simplement, j'avais une question parce que galerie d'art contemporain et galerie contemporaine, ça se passe en ligne. Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que c'est un plus ? Est-ce qu'il va y avoir des développements intéressants à noter là, dans le futur, dans les mois qui viennent ? Alors oui, évidemment, parce que justement, ça permet aux artistes d'exposer, entre guillemets, en ligne dans le monde entier. Aujourd'hui, ça concerne plus de 60 pays où sont commercialisées les œuvres d'art. Ce sont 12 000 artistes de 140 nationalités différentes, avec une particularité quand même aussi, qui n'est pas celle du monde de l'art en général, c'est qu'il y a 50% de femmes artistes représentées sur le site internet. Donc autant vous dire que chez Informel, on est très contents. Et ils viennent ils viennent de clore une deuxième édition de une deuxième sélection de leur deuxième édition des Singular Awards qui récompensent les artistes de l'année, et ils ont en prochaine étape de se développer vers l'Asie notamment, et ils ont lancé l'année dernière un petit frère de Singular qui s'appelle Balthazar, qui permet aux artistes débutants et aux créatifs de mettre leur talent et de développer leur talent en ligne, avec un ticket d'entrée quand même beaucoup plus bas que Singular. Et avec ceci, il est beaucoup plus facile de devenir collectionneur. Eh ben, merci beaucoup. Parfait, Olivia Strigari, je crois qu'on a un portrait complet. Olivia Strigari, donc cofondatrice des Informels, qui suit ces histoires de femmes entrepreneurs pour Smartech et pour les Informels. Merci beaucoup. À suivre notre séquence Où va le web ? Alors, pour terminer cette édition, Eva va nous raconter l'histoire de ce Français qui a créé une arnaque au NFT.
Les escroqueries se suivent mais ne se ressemblent pas. Je vous parlais il y a quelques jours de l'américain Paul Logan. Eh bien cette fois c'est un Français qui est accusé d'une arnaque au NFT. Son nom, Aurélien Michel, développeur de profession. Il a été arrêté le 4 janvier dernier à l'aéroport JFK à New York aux États-Unis. Le fils de l'ancien footballeur de l'En Avant Guingamp, Claude Michel, est accusé d'avoir monté une arnaque de plus de 2,9 millions de dollars. Alors tout commence en janvier 2022 lorsqu'il lance sa collection de 6000 NFT, vendus environ 468 $ chacun. Une collection nommée Mutant Ape Planet et inspirée des célèbres Mutant Ape Yacht Club, ces singes que vous voyez derrière moi. Ces NFT devaient donner accès à des opportunités d'investissement, des cadeaux, même des promotions exclusives. Mais vous vous en doutez, après avoir acheté ces NFT, les clients n'ont jamais reçu les contreparties promises et plusieurs preuves l'accablent, selon le ministère de la Justice américain, lors d'une discussion sur le site Discord entre le développeur et certains acheteurs. Il aurait avoué avoir orchestré un rug pull, littéralement tirer le tapis en anglais. C'est devenu l'escroquerie la plus commune dans l'univers crypto. En fait, les fondateurs d'un projet l'abandonnent tout simplement et emportent avec eux l'argent des investisseurs. La communauté d'Aurélien Michel serait devenue trop toxique, s'est-il défendu. D'après le ministère, toujours le développeur aurait ensuite transféré les fonds du projet vers son portefeuille évidemment personnel. Plus de 7 milliards de dollars ont été prélevés illégalement à des détenteurs de crypto-monnaies en 2021. Ça, c'est selon le spécialiste blockchain Chain Analysis. Comment est-ce possible? En raison du très faible cadre réglementaire. Aurélien Michel risque, lui, pour cette affaire, près de 20 ans de prison. Et oui, de nombreuses arnaques dans ce monde des NFT et du Web3, mais aussi des innovations à découvrir. C'était Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Merci à tous de nous suivre à la télé sur la chaîne Bismart, également en replay et sur notre podcast disponible sur toutes les plateformes. On se retrouve demain. Demain, les discussions sur la tech continuent. On va aussi parler de cybersécurité demain. Et excellente journée en attendant.